Salut, ici Valérie Baudouin. Pour cet épisode, je souhaite me concentrer sur un pilier central de la première et la dernière campagne de Donald Trump, l'immigration. Est-ce une véritable crise telle qu'elle est décrite? Et si oui, comment est-ce possible d'imaginer trouver une solution? Parce que la majorité des gens qui font le très long et dangereux périple pour fuir la misère, la faim, les persécutions politiques, le font assurément en pensant qu'ils auront accès à une meilleure vie. Est-ce qu'il y a une limite aux gens, aussi désespérés soient-ils, qui peuvent s'installer aux États-Unis? Et est-ce qu'un mur est vraiment une façon de freiner l'immigration irrégulière? Finalement, est-ce que l'expulsion de millions de migrants telle que promise par Donald Trump est imaginable? C'est un sujet extrêmement délicat qui tend à diviser les gouvernements et la population, pas juste aux États-Unis, mais ici aussi. C'est pas tant la quantité de drogue qui passe du nord vers le sud ou le contraire qui est l'enjeu que la perception qu'ils en ont aux États-Unis. Le gouvernement libéral admet avoir perdu le compte des gens qui sont ici au Canada illégalement. Mais ils disent dans un rapport du gouvernement fédéral que c'est entre 20 000 et 500 000. Peut-être encore plus que ça. On day one, I will launch the largest deportation program. We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gang. Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall. Et ça met la table, une introduction comme ça avec mes deux invités qui vont parler de la question. Donc, j'accueille avec plaisir un spécialiste que vous entendez sur les ondes des fois du réseau Cogeco, RDI ailleurs, François Audet. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et mon collègue, Jorge Contreras, journaliste télévisa Univision et journaliste à la recherche au 98.5 FM. Merci, Jorge, d'avoir accepté. Merci à toi de l'invitation. Écoute, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un sujet qui est délicat, qui déchire. C'est un sujet autour de la table qui peut faire ressortir pas toujours le bon nécessairement des gens ou parfois le meilleur. Ça dépend dans quelle famille, dans quelle position on se place. Mais juste pour mettre la table, et on s'en parlait à micro fermé avant l'enregistrement, Donald Trump, on l'associe à cette expulsion massive, le mur, les propos qu'il y a déjà eu sur les migrants mexicains. On se souvient de la campagne 1 de Trump, ce sont des violeurs, les criminels qui sortent des asiles politiques dans des pays d'Amérique centrale pour venir ici. Je sais qu'on ne pourra pas faire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai de tout ça, mais en général, François, si tu peux me faire le portrait de la majorité des gens, je disais tantôt qu'ils font le périple dangereux pour se rendre aux États-Unis, qui sont-ils? Est-ce que c'est des gens du Mexique, d'ailleurs? Est-ce qu'on a une idée de leur profil? Oui, tout à fait. Avant d'arriver aux États-Unis, ils passent à travers des corridors de partout dans le monde. Pour vous donner une idée, en Amérique centrale, c'est plus d'une centaine de nationalités actuellement qui sont présentes et en mouvement. On parle d'environ 200 à 500 000 personnes par année depuis les 5 à 7 dernières années qui sont en transit en Amérique centrale, qui montent les différentes frontières. On a parlé beaucoup du Darien, là, entre la Colombie et le Panama, notamment, comme étant un endroit extrêmement périlleux et dangereux pour les familles qui traversent. Le profil, en fait, pour répondre à votre question précisément, qui se rendent et qui arrivent aux États-Unis, c'est des gens qui ont quitté la guerre, qui ont quitté, évidemment, les enjeux de changement climatique, qui ont quitté l'extrême pauvreté, qui ont quitté surtout aussi la violence, l'extorsion, parce que l'économie de la migration en Amérique centrale est plus lucrative que la cocaïne pour les grands cartels de drogue. Alors, c'est tout à fait valable pour notamment les grands cartels de drogue de créer de la violence, notamment dans les pays d'Amérique centrale et même d'Amérique du Sud. Cette violence-là dans les quartiers, à travers l'extorsion, la menace, fait en sorte que les gens quittent et on va à ce moment-là extorquer le passage de toutes ces populations-là qui montent finalement, qui fuient parce qu'on les force à partir et qu'ils arrivent ultimement donc à la frontière américaine en espérant arriver dans un territoire, et c'est ce qu'on va parler évidemment maintenant, qui les accueille, dans lequel, s'ils ne sont pas bien accueillis, à tout le moins qu'il y a un espoir pour leurs enfants. Parce que la majorité des personnes qui arrivent en territoire américain sont accompagnées d'enfants, généralement les leurs. Donc, c'est souvent ce qu'on peut qualifier de famille. Parfois, donc des femmes seules avec leurs enfants. Il y a quand même un pourcentage important, on parle de 30% de la population qui arrive aux États-Unis, ce sont quand même des hommes seuls qui font ce passage-là pour pouvoir espérer aller travailler aux États-Unis et renvoyer de l'argent à leur famille. Alors, on a un peu tous ces paramètres-là que je viens de mentionner. Et en termes de
je dirais, d'origine, c'est certain que la majorité de la population qui arrive aux États-Unis reste latino-américaine, Venezuela, Cuba, évidemment, Haïti. Donc, c'est pas d'origine latino-américaine, mais quand même des Caraïbes. Donc, c'est ces territoires-là qui représentent, là, bon an, mal an, entre 50 à 70 de la population qui rentre, mais n'en demeure pas moins que c'est 100 nationalités, là, plus ou moins, qui franchissent la frontière américaine et qui arrivent de manière irrégulière, on va utiliser ce terme-là, aux États-Unis, dans l'espoir, encore une fois, qu'ils puissent être accueillis puis que leurs familles, leurs enfants puissent espérer d'un futur meilleur. Puis avant de passer la parole à Jorge, est-ce que c'est vrai que là-dedans, il y a des groupes criminels qui peuvent vouloir rentrer aussi? C'est juste que c'est pas la majorité, c'est pas le profil des gens, mais j'imagine qu'il y a des personnes mal intentionnées. C'est vrai qu'il y en a. Indéniablement. Évidemment. Comme dans n'importe quel et évidemment, la criminalité n'a pas de couleur, pas de diplôme, pas de croyance. Je veux dire, elle est partout. C'est pas parce qu'elle est en cravate à Montréal ou qu'elle est démunie ailleurs dans le monde que ça fait pas moins des criminels. Mais évidemment, ce qu'on observe clairement, c'est que dans le narratif, dans la rhétorique, notamment là, du président Trump et de ses acolytes, on criminalise systématiquement des populations qui ne sont pas des criminels juridiquement parlant, mais en les traitant de criminels, en faisant un amalgame que toute personne rentrée irrégulièrement aux États-Unis ou en attente d'un statut, parce qu'il y a quand même plus de 2 à 3 millions de personnes qui sont en attente d'un tribunal pour leur accorder... Donc, ils sont là légalement, hein, mais c'est juste qu'ils attendent d'avoir la citoyenneté ou du moins une idée de leur processus vers la citoyenneté américaine. Exactement, et qui, à travers cette attente-là, donc il y a un nombre important de personnes, mais oui, tout à fait. Là, ce portrait-là définitif, à savoir quel est le pourcentage de gens qui arrivent avec un dossier criminel ou qui, une fois aux États-Unis, ont commis un crime, c'est pas très bien documenté. Par contre, c'est pas plus représentatif qu'ailleurs dans la société. Non, j'avais vu certaines statistiques qui disaient que finalement, il y a plus de crimes commis par les Blancs américains de souche, et là, je mets des gros guillemets, que finalement par la population latino-américaine qui venait d'arriver soit légalement ou irrégulièrement aux États-Unis. Donc, il y a quand même, je pense, c'est juste disproportionné dans les médias. On va utiliser un cas pour dire, ben voici ce que ces migrants-là vont faire. Ils vont agresser vos enfants, ils vont voler, ils vont faire X, Y chose. On joue beaucoup sur la peur. Je veux revenir, par contre, sur le premier point, qui est un peu cette idée de rêve américain, de se rendre aux États-Unis ou même au Canada pour vivre une vie différente et avoir plus d'espoir pour les enfants et tout ça. Toi, tu es arrivé au Canada, ça fait 33 ans, Jorge? 33 ans, oui. Du Guatemala. Est-ce que toi, dans ta famille, à cette idée de venir ici ou tes proches, est-ce qu'il y avait cette idée-là du rêve américain, du rêve canadien, qui est un peu le petit frère de ce rêve-là, ou je ne sais trop. Là, on n'est plus vraiment dans la même famille, là, mais en tout cas, famille dysfonctionnelle avec les Américains. Ben écoute, nous, on avait la chance dans les années 80 d'avoir des visas américains, donc on avait accès au territoire. C'est pour ça qu'on a pu venir jusqu'au Canada, parce que dans le fond, il fallait juste se présenter à la frontière. Je suis un réfugié. Mon père a été assassiné parce qu'il était un politicien de gauche au Guatemala. Alors, je peux bien comprendre tous ces gens-là qui viennent ici. Puis aussi, aujourd'hui, on est en train de voir avec cette pression économique que les États-Unis font envers le Canada, bien, on peut commencer à sentir un peu, c'est ce que beaucoup de pays latino-américains peuvent ressentir, mais 100 fois plus, parce que même si on ne voit pas des militaires américains, même si on ne voit pas une présence en telle quelle des drapeaux en Amérique latine, beaucoup de ces pays-là sont, jusqu'à aujourd'hui, ils mènent dans ces pays. Les politiques que le Guatemala prend, que la Colombie, que le Chili, et ils vont aller là-dedans puis ils vont essayer de contrôler. Juste, je me rappelle quand Donald Trump a amené l'ambassade à Israël des États-Unis, le Guatemala a suivi une semaine plus tard. Oui, à Jérusalem, qui avait changé justement pour faire... Jérusalem, oui, excuse-moi. Donc, quand on peut comprendre tout ça, ben, on voit qu'il y a une extrême pauvreté. Pourquoi? Parce que des entreprises, même canadiennes et américaines, essaient de contrôler le tout. Aussi, la haute société de ces pays-là. Puis, par la bande, ben, il y a des gens qui crèvent de faim, pour vrai, là. La pauvreté qu'on connaît ici, là, c'est rien. Les gens qu'on voit dans la rue, là, c'est rien. Là-bas, c'est vraiment... Il y a des gens qui ont la jambe entrecoupée, puis ils sont dans la rue, puis ils peuvent rien faire. Ils n'ont même pas accès à un hôpital. Bien, tu dis que ces gens-là sont prêts à faire le voyage pendant quoi? Des mois, là? Parfois, ça prend combien de temps faire... C'est même des années. Hein? Donc, c'est pas linéaire. Si on parle... Par exemple, moi, j'ai beaucoup documenté ce qui se passe en Amérique centrale. On rencontrait des communautés haïtiennes qui passent par le Brésil parce que les visas sont accessibles, parce que des
permis de OK, travail. alors on s'en va au sud complètement des Amériques. Exactement. Et il y a même une proportion importante de migrants d'origine haïtienne qui ont été notamment à l'époque des Jeux olympiques parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre. Je parle de Jeux olympiques au Brésil, évidemment. Et donc, ces populations-là ont donc créé ce qu'on appelle un corridor, donc des facilités avec des tramites, des coyotes, des passeurs, etc. Donc, il y a une économie du passage qui s'est fait. Et par la suite, certains, pour différentes raisons, ont commencé à vouloir migrer vers le nord, surtout qu'il y avait déjà des familles, on sait, je parle des Haïtiens, mais d'autres ont déjà des familles ou des amis aux États-Unis, au Canada, et ils vont vouloir monter vers le nord. Ils vont peut-être arrêter en chemin pour travailler un peu. Ils vont peut-être se faire refouler. Donc, c'est vraiment un itinéraire très complexe qui peut prendre, encore une fois, des années. Et à certains égards, quand je fais des entretiens en Amérique centrale, je m'adresse aux gens, souvent en espagnol, évidemment, mais tout le monde parle un peu de créole, tout le monde parle un peu de portugais, tout le monde parle un peu d'espagnol, parce qu'ils ont tellement cheminé à différents endroits de toute l'Amérique latine qu'ils ont appris toutes ces langues-là. Alors, c'est très courant de parler à des Haïtiens en portugais parce qu'ils ont passé des années au Brésil ou inversement de parler à des Latino-Américains qui parlent français pour différentes raisons parce qu'ils ont traversé des endroits, ils ont vécu avec des Haïtiens, etc. Alors, c'est vraiment une communauté d'origine multiple, encore une fois, dont les trajectoires sont très complexes et pas du tout unidirectionnelles. Il y a du refoulement, comme on le sait, beaucoup de violence et un chiffre qui est sorti par Médecins sans frontières l'année dernière en Amérique centrale, les 80% des femmes étaient victimes d'agressions sexuelles dans leur passage, et c'est probablement sous-estimé comme donnée. Et en fait, ce qu'on comprenait, c'est que le viol faisait partie littéralement du prix à payer pour les femmes pour passer certains endroits. Alors, quand on arrive aux États-Unis, quand on arrive là, on a passé à travers un enfer. Donc, et on voit ce qui se passe après une fois arrivé sur le territoire américain. Bien, c'est ça, parce que Rory, je rebondissais sur le fait que tu disais ces gens-là vivent dans la misère. Tu choisis pas de partir d'une situation qui est correcte pour dire je vais partir pendant des années, des mois, des semaines dans des situations qui sont extrêmement dangereuses pour te rendre. Et peut-être il y a le risque quand même que tu sois refoulé. Là. Il y a des gens qui ne traversent pas, tout le monde qui est capable de traverser non plus sans être intercepté. Il y a des gens qui vont décéder, malheureusement, pendant le périple. Il y en a qui vont décider de s'installer ailleurs. Il y a des gens qui restent, je pense, au Mexique aussi, puis qui vont demander là-bas aussi d'être accueillis. Avant, parce que je sais que tu nous as préparé quelques témoignages, tu vas nous raconter des histoires de gens. C'est toutes des femmes, hein? Oui, femmes, drôlement, c'est toutes des femmes. Oui. Justement, des témoignages de gens qui ont peur à cette expulsion, comment ils se préparent à ça. Je veux remettre les choses en perspective parce que, oui, Donald Trump, je disais promesse électorale, l'expulsion. Tu sais, l'idée, là, c'est un anglicisme, mais déportation. Là, on a cette image, on met tout le monde dans des camions puis on les envoie. Des expulsions, il y en a eu, François, sous d'autres présidences. C'est pas Trump qui a inventé ça aujourd'hui, que là, les gens sont en train de décrier ce qu'il a fait, mais Barack Obama le fait, Joe Biden et d'autres avant lui aussi. C'est juste peut-être pas de la même façon, que la même rhétorique. Là. Voilà. Corrige-moi si je me trompe. Et ça n'a pas été médiatisé de la même façon non plus. Là, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que, et c'était le cas d'ailleurs, la première version de Trump avec le fameux mur. Hein? J'aime ça, la première version. Et ouais, première version, donc, avec le mur, donc, il a tenté de vouloir terminer là, avec tous les défis qu'il a eus. On a vraiment mis un accent sur une rhétorique de repousser, de faire un mur. Et donc, mais pour revenir à votre question sur la déportation, démocrates comme républicains, au fil des 30-40 dernières années, c'est un long fil quand même assez similaire. Même, on pourrait même remarquer, puis on en discutait un petit peu avant l'entretien, que sous Obama et même le président Biden ont été deux des présidents, en tout cas sous leur gouvernement, dans laquelle il y a eu le plus de déportations, beaucoup plus que dans la première version de Trump. Alors, c'est un petit peu paradoxal, ou je ne sais pas si le terme est bon, de voir Trump arriver en disant on va faire une déportation massive, alors que depuis qu'il est au pouvoir, puis on pourra en rediscuter, force est de constater que les statistiques de déportation n'ont pas nécessairement beaucoup augmenté. Alors, donc, c'est beaucoup plus dans la rhétorique, dans la diabolisation de l'étranger, du migrant, et avec une espèce de spectacle aussi derrière ça. Donc, on voyait, là, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc des voitures, des véhicules qui arrêtent des résidents à qui mieux, sans qu'il y ait vraiment de raison valable pour voir s'ils répondent aux exigences administratives, et s'ils ne répondent pas, on les déporte, et tout ça est filmé. Alors, ça crée une espèce de sentiment de peur incroyable dans certaines régions des États-Unis. Puis si on se rappelle, Barack Obama est considéré comme le roi de la déportation. Exact. Pendant que les deux mandats, il a déporté
plus de 3 millions de personnes. Et quand Trump est arrivé, par contre, il y a eu ce phénomène-là de villes sanctuaires qui se sont créées. Los Angeles, New York, Homestead, plein de petites villes. Alors, ces villes-là n'ont pas connu la déportation pendant le mandat de Biden, par contre. Ouais. Alors, on voyait ça ailleurs, mais oui, il y a eu des déportations. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que Trump veut créer de la peur. Et il réussit. Puis en plus, c'est un gros spectacle. Premièrement, les gens ont des téléphones cellulaires partout. Sous Clinton, Bush fils, il n'y en avait pas. On ne pouvait pas le voir. Ça existait moins. C'était les... Tu peux avoir ta caméra maison là, que tu filmais tes enfants ou les téléjournaux. Mais on n'avait pas la même... Oui, c'est ça, exactement. Ou les caméras de sécurité de certains commerces. Aujourd'hui, on en a partout. Alors, on peut voir que c'est de plus en plus. Mais même ICE a ses propres caméras. Puis s'ils veulent les diffuser, ils vont dire juste pourquoi. En Floride, il y a un gars qui était en train d'attendre un feu rouge. 2 vannes se sont mis devant lui. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, il était latino, montre-moi tes papiers. Oui, lui avait ses papiers, puis il était correct. Oui, c'est ça. Juste pour préciser, les gens, là, quand on entend ce terme-là, justement, c'est comme l'espèce de service d'immigration. Là. Alors, c'est l'agence qui va gérer si Immigration et frontières. Exactement. Alors, un peu comme nos agents des services frontaliers, mais avec un petit kick de plus, on va dire ça. Je vais dire ça ainsi. Juste avant qu'on aille plus loin, les villes sanctuaires, François, peux-tu nous résumer c'est quoi? Oui. En fait, le décret qui avait été mis en place pour créer des villes sanctuaires, c'est que ça permet à des zones métropolitaines, des municipalités, d'offrir des endroits dans lesquels il n'y a pas de déportation. Alors, ça a été mis en place sous Obama, tu me corrigeras. Et donc, mais ça a été plus sur Trump que ça a augmenté. Oui, Exactement. c'est ça, parce qu'il va en avoir d'autres. Voilà. Alors, Obama a mis ça en place, évidemment, mais par la suite, lorsque Trump est arrivé avec ce discours-là et ce narratif-là de vouloir expulser un nombre de migrants importants, de faire le mur, etc., un nombre élevé de villes aux États-Unis a mis en place. En fait, c'est un sanctuaire virtuel. Hein, donc, c'est ni plus ni moins. C'est comme si on disait, sur le territoire de Montréal, par exemple, les migrants qui sont ici irréguliers, il n'y aura pas d'intervention d'Immigration Canada pour les déporter. Alors, c'est ça que ça a comme valeur juridique. Évidemment, ça le fait en sorte que dans ces grandes villes-là, notamment dans des villes en Californie, Los Angeles et New York, particulièrement, qui sont déjà des grandes villes où il y a énormément d'immigration, il y a eu des enjeux d'hébergement importants parce que quand la menace a été lancée notamment par Trump version 1, et on va probablement le voir avec Trump version 2 maintenant, et ça fait en sorte que beaucoup de migrants qui étaient irréguliers ailleurs ont voulu atteindre ces villes-là, évidemment dans l'idée de ne pas avoir à gérer ICE notamment et à se faire déporter. Pas avoir peur à chaque jour de... Exactement. Et là, ça a créé évidemment une augmentation significative de migrants irréguliers dans ces grandes villes-là, créant des enjeux d'hébergement, évidemment, et d'itinérance dans les grandes villes. Puis il y avait, juste une petite parenthèse avant, Jorge, de te céder la parole, il y avait aussi, là, pour l'image des gens qui ont beaucoup suivi, les autobus de migrants, là, les autobus qui partaient de la frontière, par exemple, du Texas pour aller à Chicago. Il y a eu l'avion à Martha's Vineyard. Si vous vous souvenez, l'île de gens très riches, influents politiquement. Ça, c'est Ron DeSantis qui avait dit, parfait, moi, je vais prendre un avion, je vais analyser l'avion carrément pour envoyer des migrants là-bas, qui arrivent là. Ils ne savent même pas son où. Là. Ils pensent qu'ils s'en allaient à Boston. Pas du tout là. Alors, on a instrumentalisé aussi ces gens-là avec cette idée des villes sanctuaires qui sont des villes démocrates aussi, en général. Alors, il y avait vraiment un côté très, très politique à la chose. Oui, puis il faut aussi dire qu'une ville sanctuaire, ça ne voulait pas dire juste « on ne va pas te déporter ». Ça voulait dire aussi, puis tout dépendant de la ville, avoir le droit à l'éducation, avoir le droit à la santé publique, avoir le droit à avoir un permis de conduire et avoir le droit à avoir même une compagnie pour pouvoir vivre. Donc, à ce moment-là, écoute, si toi, tu vis dans une ville dite républicaine, comme Atlanta, admettons, qui c'est très républicain. Bien, dans un État républicain, mais la ville est démocrate. Oui, c'est sûr. C'est pas facile à suivre. Hein? Non, c'est ça. On mais quand même, tout le monde. Atlanta, c'était une ville où il y a eu beaucoup de déportations. C'est une ville qui donne beaucoup de nouvelles pour nous autres à Univision. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école et tout ça. Aujourd'hui, ça commence à changer un peu partout, même à New York. Mais ces gens-là voulaient aller dans des villes comme New York, justement parce qu'ils avaient une vie.
Il y avait des Oui, oui. possibilités, oui. Oui, puis j'ai parlé à une amie avant d'entrer en onde qui est d'origine latino-américaine aussi, qui est aux États-Unis, qui vient de la Floride, où elle a beaucoup de membres de sa famille qui connaissent des gens qui ont peur à l'expulsion. Puis elle disait il y avait des services à New York, il y avait des adresses où tu fallait chercher du travail. Et là, c'est vide. Elle est allée, là, il n'y a plus une seule personne parce que justement, tu dis que les gens qui vont aller sur place, c'est une bonne place pour ICE pour se stationner devant parce que c'est des gens en situation irrégulière qui allaient chercher du travail, tout ça. Les endroits, là, dans certains secteurs plus latino-américains, je pense à East Harlem ou autre, où il y a toutes les boutiques, les bodegas, tout ça, c'est vide par moment. Il y a des gens qui vont plus magasiner, qui veulent plus sortir et tout ça. Pour ne pas se faire identifier dans des zones dans lesquelles on savait que c'était Voilà. des migrants peut-être irréguliers qui fréquentaient ces lieux-là pour avoir accès à ces services-là. Exactement. Alors, je veux une première histoire, Rory. Ça se passe en Utah. Là. On parlait d'État républicain tout à l'heure. Ça, c'est bien un État qui est assez conservateur et très particulier, mais ça serait pour un autre épisode de Balado. Là, je ne rentrerai pas là-dedans. C'est justement, je trouve que c'est un bon exemple. C'est une femme âgée qui a des problèmes de santé et là, elle hésite même à aller au médecin, dans le fond, parce qu'elle a peur à cette expulsion-là. Écoute, c'est ce qu'elle m'a raconté, parce qu'elle m'en a parlé, c'est qu'elle a vraiment peur de la panique totale de pouvoir sortir. Elle a arrêté d'aller travailler depuis que Trump est à la présidence, premièrement. Puis deuxièmement, il y a 2 semaines, elle a commencé à avoir une infection urinaire. Elle a même saigné, puis elle ne voulait pas sortir. Elle avait vraiment, elle préférait rester à la maison. Elle préférait vraiment voir si son système immunitaire allait la soigner. Mais on parle d'une femme âgée, là. On parle d'une femme qui a plus de 70 ans, qui travaille pour pouvoir survivre, dans le fond, là, pour pouvoir vivre. Puis à ce moment-là, pas de travail, malade, puis elle ne veut pas. Elle a peur que quelqu'un la dénonce, puis que ICE vienne à la porte, la prendre, puis la déporter au Guatemala. C'est quand même assez frappant. Parce qu'avant, il y avait des espèces d'endroits où tu disais l'école, les églises, les hôpitaux, c'est des endroits où les gens étaient protégés, qui n'allaient pas être dénoncés. Mais là, on veut justement, je pense qu'il y a une loi justement qui a été passée par Donald Trump pour dire, ou pas, je ne sais pas si c'est dans ses décrets, là, mais il a dit on va arrêter de dire que l'église, c'est un endroit qui est intouchable par ICE. On va arrêter de dire que l'école, c'est un endroit qui... Et il y a des profs qui ne prennent plus de présence aussi dans certaines écoles, pour pas justement dire si les étudiants sont là ou non, pour pouvoir, parce qu'après ça, si tu regardes la liste, OK, ben ces étudiants-là étaient présents, sont dans la classe, on va essayer de les trouver. Il y en a qui restent à la maison, qui font l'école à la maison, mais il y en a d'autres qui veulent aller à l'école. Alors, il y a des profs qui entrent un peu dans le système pour les protéger, mais c'est pas tout le monde qui va protéger ces gens-là. Et c'est pas dans tous les États que ça va avoir lieu, ni dans toutes les villes. Et cette dame-là, elle est tellement désespérée qu'elle pense vraiment s'en aller à New York avec une amie, puis par la suite venir ici au Canada, puis passer vraiment par des passages irréguliers, affronter le froid, puis demander un statut de refuge. Pourquoi? Juste pourquoi? Pour attendre les 4 ans que Trump va être là, puis retourner aux États-Unis avec ses enfants qui sont américains. Mais elle, apparemment, qu'elle a une ordre de déportation, fait que ses enfants ne peuvent rien faire. Est-ce qu'on a raison? Ben, je ne sais pas si c'est le peur et le bon terme, là, mais je sais que le politique reprend beaucoup ça, ce genre d'histoire-là, pour dire, vous voyez, si Trump fait ces expulsions-là massives comme il a promis, tous ces gens-là vont vouloir venir au Canada. Est-ce que, François, qu'est-ce que tu penses de ces affirmations-là? Ben, en nombre absolu, il y a on va dire, comme je le pense, il y a quand même un risque, effectivement, qu'il y ait un pourcentage, même petit, de migrants irréguliers, là, qui peuvent venir au Canada. Ça, c'est indéniable. Et cette histoire-là en est une parmi tant d'autres. Donc, évidemment, je dirais le climat de peur, de terreur, de la diabolisation, cette espèce de culture et d'ambiance de dénonciation qu'on sent maintenant va très certainement faire augmenter. C'est déjà le cas. On entendait qu'il y avait on voyait les statistiques. Encore une fois, c'est très récent. On est à quelques semaines, mais ce qu'on voit poindre actuellement à l'horizon, c'est qu'il y aurait probablement cette année, là, en tout cas dans les premiers mois de 2025, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile qui viennent des États-Unis ou de migrants de différents statuts. Donc, c'en est un parmi tant d'autres qui seraient portés à monter vers le Canada dans l'espoir de trouver ici un endroit meilleur pour ne pas être déportés. Mais ces cas de figure-là sont vraiment en train de se documenter. Mais le risque, il existe. Ça, c'est clair. Et je le dis en espérant que ça ne tombe pas, qu'on n'instrumentalise pas ça ici nécessairement. Donc, c'est pas parce que il y a une déportation massive aux États-Unis qu'il y aura nécessairement une déferlante de migrants à nos frontières qu'il faut que l'extrême droite canadienne s'empare de cette information-là puis qu'on arrive nous-mêmes dans ce climat de peur et de terreur-là. On parle là, d'un nombre absolu de quelques dizaines de milliers de personnes. C'est absolument rien par rapport aux millions de personnes à la frontière mexicaine et américaine ou aux millions de personnes aux frontières européennes.
européenne. Actuellement, le Canada n'est pas du tout confronté en nombre absolu à des chiffres qui dépassent notre capacité d'absorber ou de gérer les frontières. On n'est pas là du tout. Oui, le danger est plus dans la rhétorique de justement utiliser ce qui se passe avec nos voisins du Sud pour dire ici... Ça va se répliquer. Oui, c'est ça, qu'on va avoir... la frontière sera une passoire, puis on aura des millions de personnes pratiquement qui vont être là à cogner à la porte du Canada. Là. Par contre, ces gens-là, là, ils sont déjà dans le désespoir. Puis c'est ce que je suis en train de voir, c'est qu'ils peuvent être victimes de fraude. Pourquoi cette dame-là m'a montré une page Facebook où est-ce qu'il y avait des supposés personnes qui donnaient des visas, migration, puis tout ça. Là. Puis ils se font, à nouveau, ils se font berner avec 1 000, 2 000 $. Pourquoi? Parce que oui, on va te garantir d'avoir une visa pour que tu puisses rentrer au Canada. Puis dans le fond, ces gens-là, ils n'ont plus d'argent, ils ne travaillent pas. Puis ils vont se retrouver. C'est un cercle vicieux parce qu'il y a aussi le problème de désinformation. Puis là, je fais une mini parenthèse dans les pays d'Amérique centrale ou ailleurs de dire, qui se font dire par les coyotes et tout ça, venez, ça va être facile, vous allez pouvoir avoir un visa, vous allez pouvoir venir. Il y a un manque d'information aussi, de penser que ça va être facile ou de penser que c'est automatique que tu peux rentrer aux États-Unis. Je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Ils se font berner par une promesse de quelque chose qui Et ces gens-là ne sont pas scolarisés, hein? Ces gens-là n'ont pas l'habitude d'aller vraiment aller chercher, connaître des termes, voire aller sur la page de Immigration Canada. Ils ne parlent pas anglais non plus, ou français. Anglais ou français. Puis il faut dire que la page d'Immigration Canada est assez complexe à la comprendre. Même moi, aujourd'hui, je ne la comprends pas. Pour n'importe qui, elle est complexe. Donc... Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça, c'est un autre détail. Ça, c'est un autre petit message qu'on peut envoyer. Ça, c'est bien correct. Rendez ça simple, s'il vous plaît. Mais sérieux, ces gens-là, ils sont démunis complètement. Ben oui, puis on comprend que, encore une fois, ils veulent fuir quelque chose de terrible pour avoir une vie meilleure. Est-ce que c'est bon de dire qu'il y a une crise à la frontière, je parle américano-mexicaine? On dirait qu'on ne veut pas utiliser le terme crise. Trump, oui, à toutes les sauces en lettres majuscules et tout ça. Mais Biden et les autres administrations ne voulaient pas utiliser le mot crise parce qu'on disait que quand tu as une crise, il faut que tu gères le problème. Est-ce qu'il y a une crise bel et bien migratoire? C'est une grande question, hein? Une crise migratoire, elle est surtout, je dirais, dans mon domaine à moi, une crise humanitaire. Donc, c'est les besoins des populations qui arrivent à la frontière, qui sont refoulées, qui sont incarcérées pour des raisons illégales, d'un côté comme de l'autre de la frontière, qui sont dans des cellules temporaires, mais parfois plusieurs semaines. Donc, les conditions de vie vécues par les migrants à la frontière américano-mexicaine, évidemment, dépasse largement les services que les États-Unis pourraient ou devraient leur offrir selon le droit international ou même le droit américain. Et là, ce que Trump essaie de faire, c'est de faire en sorte que cette crise-là soit complètement résorbée. Donc, il a créé le montage politique de la crise aux États-Unis en disant, ben voilà, il y a une crise là-bas. Biden n'a jamais réussi à régler cette crise-là. Alors, moi, je vais la régler. On va finir le mur. On déporte tout le monde. Et on fait une espèce de show avec ça en disant, ben voilà, on a le contrôle de la situation. Puis je veux aussi que les gens comprennent bien qu'on parle d'expulsion massive. Là, on disait c'était quoi le chiffre? 11 millions, mais peut-être plus d'expulsions de gens en situation irrégulière aux États-Unis. On dit que là-dedans, ce sera beaucoup de criminels, mais là, de ce qu'on voit, c'est pas juste des criminels qui sont ciblés, là, parce que t'as pas ça décrit dans le visage. Là. Ils ont beau dire qu'il y en a qui ont un stéréotype, c'est pas toujours comme ça. Tu as l'air latino. Oui, c'est ça. Ben oui, puis on se parlait encore une fois à micro fermé, puis ça, je vais raconter l'anecdote que j'ai vue, puis ça, je sais que c'était pas juste avec Trump, mais des gens, des Premières Nations aux États-Unis qui ont un visage qui peut, des traits qui peuvent ressembler à quelqu'un, par exemple, latino-américain ou qui vient, je sais pas, du Pérou, du Chili d'ailleurs, qui se disent, t'es-tu né ici, toi? Tu viens-tu d'ici? T'as-tu des papiers? Pardonnez-moi le mot en anglais, mais newsflash, ces gens-là étaient là avant les colons européens. Alors, ils ont peut-être le droit d'être ici encore plus que nous, mais je ferme ma petite parenthèse éditoriale là-dessus. Alors, il y a quand même des dérives énormes qui peuvent avoir lieu. Et juste au niveau du coût, pour encore une fois remettre les choses en perspective, l'évaluation, c'est 800 millions, milliards de dollars. Milliards de dollars. Mon Dieu, en le disant, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça? 800 milliards de dollars pour 1 million de personnes qu'on expulse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens pour les trouver, pour les traiter. On a besoin d'avoir des camps, des centres, sinon, pour mettre ces migrants-là. On a besoin d'avoir des gens pour traiter les dossiers aussi. Les coûts de déportation, le voyage d'avion. Oui.
Bien, c'est pas pour rien que là, on utilise les avions américains, parce que là, on prend au sein même du budget de la défense, on va prendre des avions militaires pour pouvoir les renvoyer là-bas, avoir des avions de certains autres pays aussi, là, quand on fait des petites pressions sur des tarifs. Là, Et même des ça. prisons, là, parce que Oui, mais c'est là que je le m'en- président du Salvador, Bukele, a offert sa méga prison pour ça, pouvoir c'est enfermer. incroyable. Du Guatemala maintenant aussi. Et Guatemala, c'est ce que je disais Ouais. tantôt. Les Oui, pays ils embarquent ils là-dedans. embarquent là-dedans. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir l'argent des États-Unis. C'est Parce tout. que le leader de la Colombie a essayé de tenir tête à Trump. Et la première chose qu'il s'est fait dire, parfait, ben attends, mon chum, tu vas avoir 25 de tarifs. Après ça, dans une semaine, 50 de tarifs. Plus de visa du tout pour personne qui travaille dans le gouvernement. Les Colombiens qui veulent venir aux États-Unis, c'est terminé. Ah, et là, tout à coup, on a dit, parfait, on va accueillir vos Et son vos image avions. a terni beaucoup. Mais A c'est terni sûr. beaucoup parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de colonne, puis c'est pas tenu debout. C'est assez pire, devant on dirait, Trump. quand tu dis que tu essaies d'avoir une colonne, mais après ça, tu dis, ah non, finalement, Trump est plus fort que moi, mais en même temps, je me mets à la place de ces gens-là, puis c'est quand même pas évident non plus de gérer Donald Trump pour étudier le personnage depuis quand même plusieurs années déjà. Mais je reviens à mon 800 milliards pour 1 million d'expulsions. Là, ça fait qu'on doit trouver des solutions. On met ces gens-là où? Il y a quand même du droit justement humanitaire en théorie qui doit se faire en territoire américain. Et là, on est allé avec l'idée de Guantanamo. Guantanamo, pas la prison, par exemple, pour les terroristes, les gens qui ont été associés entre autres au 11 septembre. On sait qu'il y a des gens qui sont une espèce de no man's land où il n'y a pas de droit humanitaire. C'est à Cuba, mais c'est un territoire qui est loué en quelque sorte par les Américains. Il y a un endroit dans les années 90, et là, vous me corrigerez si je me trompe, où il y avait les migrants qu'on trouvait en mer. Par exemple, faisaient le voyage de Cuba jusqu'aux États-Unis ou autre. Ils pouvaient être traités là-bas à Guantanamo. Jadis, il y avait de la place pour 30 000 personnes, mais là, de ce que je sais des installations, on est très loin de se dire qu'on peut accueillir 30 000 migrants, comme on le promet de le faire, à Guantanamo, où je rappelle, il n'y a pas de caméra de télé. Il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a pas de cellulaire, parce je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure pour savoir quelles sont les conditions. On dit qu'on veut mettre des criminels aussi qui sont là-bas, qui vont être surveillés par l'armée américaine. Alors, il y a encore l'armée qui est impliquée. Et il y a aussi des erreurs judiciaires là-dessus. Et tu as une histoire, Jorge, justement. En fait, il y a quelqu'un qui devait aller à Guantanamo. On disait que c'était un criminel et que finalement, on réalise que c'était peut-être une erreur sur la personne ou il y avait un statut irrégulier, mais finalement, il n'était pas associé à une organisation criminelle. Voilà. Le New York Times a publié une liste de 53 personnes vénézuéliennes qui ont été transférées à Guantanamo. Pourquoi? Parce que selon les États-Unis, eux autres, ils font partie del Tren del Aguaro. C'est une organisation criminelle hautement violente au Venezuela. Puis à ce moment-là, ils ont justifié qu'ils devaient aller à Guantanamo à cause de ça. Univision, mon collègue au Texas, a enquêté le cas de Luis Alberto Castillo avec les gens du département de sécurité nationale, et la porte-parole a dit, à vrai dire, on n'a pas trouvé que cette personne-là avait des liens, on ne sait pas si oui ou non, mais nous, on l'expulse puis on l'amène à Guantanamo. Donc, parce qu'elle vient du Venezuela, qu'elle vient du village où l'organisation criminelle avait débuté et tout ça. Et que finalement aussi, certains tatouages, il y a des associations aussi. Toutes des associations, mais juste que tu viens du Venezuela puis que tu as l'air de criminel, les autres, ils vont supposer, même s'ils ont fait des enquêtes, évidemment. Alors, la mère de Joan Bastidas, qui est dans la liste des 53 personnes, elle jure que son fils est innocent, qu'il n'a jamais appartenu à cette gang-là, et déplore et implore au gouvernement américain de au moins remettre son fils au Venezuela, parce que selon elle, il n'a rien fait. Et si on se base à la réponse que le département de la Défense nationale, de la Sécurité nationale, a donnée, on pourrait bien dire que il pourrait avoir des erreurs. Oui, puis j'ai vu un témoignage aussi, là, je lis sous les yeux dans le Washington Post, justement, que c'est un jeune de 21 ans qui se cachait parce qu'il disait, j'ai entendu dire qu'il pense que je suis associé à ce gang du Venezuela. Et finalement, son père n'a pas de nouvelles de lui et voit à la télé, je pense que c'était à CNN ou je ne sais trop quoi, là, il voit les images avec les gens menottés qui entrent à bord de l'appareil pour se rendre à Guantanamo, et il voit son fils sur les images. Et c'est comme ça qu'il a appris finalement que son fils était à Guantanamo. Après ça, comment tu peux avoir des nouvelles ou savoir ce qui se passe? Puis ces gens-là, après ça, ils vont dans quel autre pays? Est-ce qu'ils vont dans leur pays d'origine ou dans un pays tierce? Il y a tout ça parce que est-ce que quand tu expulses quelqu'un, tu vas automatiquement dans ton pays d'origine ou est-ce qu'ils peuvent aller ailleurs ou est-ce que c'est respecté, ça? La réponse simple, c'est non. C'est absolument pas respecté. Si on se mettait, par exemple, à notre niveau, si moi, on m'intercepte aux États-Unis, j'ai commis un crime, etc., j'ai quand même
comme des droits parce que je suis Canadien. Et là, il y aura une négociation qui est faite entre le Canada et les États-Unis. Est-ce qu'il y a une extradition, etc., etc. Dans le cas qui nous intéresse, on parle de millions de personnes, comme tu le dis très bien, dans lesquelles non seulement il n'y a pas d'enquête, mais pour la majorité d'entre eux, ce sont des migrants irréguliers qui sont venus là en demandant pour la plupart même des statuts de réfugiés. C'est-à-dire que si tu viens d'un pays comme le Venezuela, même d'Haïti maintenant, la vie des gens est en danger et les pays ne peuvent pas, selon le droit international encore une fois, tu ne peux pas être refoulé sur le territoire étant donné que tu peux revendiquer donc que ta vie est en danger de là d'où tu viens. Alors, tous ces scénarios-là font en sorte que les États-Unis balaient ça de la main, puis on ne sera pas surpris évidemment, balaient ça de la main, puis disaient, ben voilà, que ce soit au Salvador, en Colombie, au Guatemala ou à Guantanamo, ben on peut amener là-bas des femmes avec des enfants, on peut amener effectivement des criminels très dangereux dans des territoires, dans le cas de Guantanamo, qui est une espèce de duty-free dans lequel il n'y a pas de où on a interrogé et torturé Al-Qaïda. Là. On parle de ce même territoire-là. Et dans le cas de la grande prison du Salvador, c'est la même chose, dans laquelle il y a des criminels extrêmement dangereux, là, entre autres de toutes les maras d'Amérique centrale, en grande partie ont été emprisonnés dans cet endroit-là. Et on va mêler à ça des civils, des familles qui seront là temporairement ou à quelles conditions, etc. Le président du Guatemala, je ne sais pas si vous avez vu l'entretien qu'il a fait avec NBC la semaine dernière, mentionnait que les États-Unis allaient aider le Guatemala dans le transit de ces personnes-là s'ils ne venaient pas du Guatemala. Et là, je mets quand même un gros point d'interrogation et même d'exclamation. Comment on va faire effectivement pour déterminer, renvoyer, je ne sais pas moi, les Boliviens chez eux, les Chinois chez eux, les Indiens, parce qu'on parle de 100 nationalités, là. Donc, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Alors, c'est essentiellement, on va refouler, c'est du refoulement. On viole le droit humanitaire international et ô combien du droit même américain qui sont violés avec ce genre de décret-là. Et il faut dire que les conditions au Guatemala des prisons ne sont pas, sont pas vraiment écœurantes. C'est vraiment je te trouve vraiment gentil parce que j'ai vu quelques documentaires sur les prisons Guatemala, Salvador et autres et je dirais c'est plus... Écoute, c'est dans des montagnes puis la police ne rentre même pas là parce que c'est vraiment les gangs. C'est contrôlé par les gangs, il y a de la torture. Alors, admettons que s'il y a de la place, donc si ces gens-là sont déportés là-bas, puis admettons qu'on les laisse libres. OK, penses-tu que ces gens-là vont vouloir retourner à leur pays quand ils peuvent voir qu'ils peuvent remonter à nouveau Guatemala, Mexique? Et comment pas radicaliser, là, je vais reprendre un terme qu'on associait plutôt à justement là, le terrorisme, Al-Qaïda et tout ça, mais radicaliser dans le sens où si après ça tu t'en vas dans une prison, il y a des gangs, puis c'est eux qui assurent ta protection ou autre, il y a aussi le danger que ces gens-là deviennent de se faire recruter carrément. Et tu n'as pas le choix parce qu'ils vont donner une protection pour que tu fasses des services. Exact. Jorge, je voudrais continuer la discussion avec une autre histoire. Cette fois-ci, c'est en Floride. Il y a une mère de 4 enfants. Et là, corrige-moi si je me trompe, il y en a 2 qui sont citoyens américains et 2 qui ne sont pas citoyens américains. Alors ça aussi, c'est assez déchirant quand on sait que s'il y a une expulsion, jusqu'à maintenant, ce qu'on a su de Trump, de son tsar de la frontière, pour reprendre l'expression qui est très, très américaine, qu'on reprend ici, mais ça, c'est pour une autre discussion. On veut que les familles soient expulsées ensemble, justement, pour pas qu'il y ait de séparation. Dans un cas comme celui-là, comment est-ce que cette famille-là gère l'idée d'être peut-être séparés? Parce que là, si tu as la moitié de la famille qui est américaine, comment... je veux même pas être à leur place une seule seconde, en fait. Alors, ces gens-là ont choisi d'aller vivre à Homestead ou en Floride parce que c'était une ville sanctuaire. Puis, il y a 2 semaines, ils ont reçu une lettre comme quoi que ce ne l'était plus, qu'ils n'étaient plus protégés en tel quel. Bon, alors, ils ont 4 enfants. C'est un couple guatémaltèque. Ils sont 2 qui sont nés au Guatemala, 2 qui sont nés aux États-Unis. La première chose qu'ils ont faite, c'est vraiment parce que la fille de 10 ans, l'aînée, elle a peur d'aller à l'école parce qu'elle a peur de se faire identifier, de se faire du bullying, que la famille soit dénoncée. Donc, ils ont décidé, premièrement, de ne plus aller à l'école, les 4 enfants, même si les 2 autres sont américains, parce que les autres enfants des autres enfants peuvent faire d'autres choses. Donc, en plus, comme ils sortent juste pour aller acheter c'est ce qu'ils ont besoin à manger. Puis, le strict minimum. On sort juste de la maison, juste si on n'a pas le choix. Voilà, finalement. c'est ça. Puis ils disent qu'à chaque fois qu'ils voient une vanne, là, noire ou blanche, ils restent paralysés puis ils pensent que c'est la fin. Alors, imaginez-vous comment est-ce qu'on vit dans la peur tellement. Fait que ces gens-là, c'est la décision qu'ils ont prise, c'est de donner une procuration à une autre famille. Et si jamais ils s'étaient arrêtés et expulsés, que ces 4 enfants puissent être
adopter, puis je peux ouvrir entre guillemets, là, avoir tous les droits pour les élever, puis pour qu'ils puissent rester aux États-Unis. C'est incroyable. Et là, on parle d'expulsion systématique, donc dans le sens où les gens sont interceptés, envoyés, incarcérés dans la rue. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de contact avec les enfants qui sont là ou le conjoint ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, il y a une rupture complète. Et ça fait un point, je trouve, avec le droit du sol, hein, qui est très bon point. Un des enjeux, d'ailleurs, que Trump veut abolir. Donc, le droit du sol, c'est quoi? Ben, c'est que quelqu'un qui est né aux États-Unis a automatiquement la nationalité américaine. Et le cas que tu viens de mentionner là, c'est vraiment ça. C'est que là, il y a 2 enfants qui sont à l'extérieur, 2 en territoire américain. Et cette situation-là, c'est ce que Trump veut délégaliser ou criminaliser, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés aux États-Unis ne devraient pas avoir le droit d'avoir la citoyenneté américaine. Or, évidemment, on sait, au moment où on se parle, et je ne sais pas si tu as des données plus récentes, là, il y a une contestation juridique. Ça passera pas. Non, parce que c'est quand même protégé par un amendement. Et là, l'amendement, qui est le 14e amendement, en fait, ce que les gens dans le camp de Trump vont dire, c'est que cet amendement-là a été écrit pour protéger les enfants d'esclaves, pour que ces gens-là puissent avoir la citoyenneté, mais juste ce cadre-là. Et ils disent faussement aussi que c'est juste aux États-Unis qu'il y a le droit du sol. Non, quand c'est complètement faux. Là. J'avais regardé les statistiques, le Canada, on est là-dedans, mais il y a une poignée de pays. Oui, ici là, au Canada, il y a un tourisme. C'est ça, du droit du sol, mais il y a plusieurs pays à travers la planète qui ont ce droit-là. Alors, de dire que c'est encore l'exceptionnalité américaine, l'exceptionnalisme américain, que juste le droit du sol à cet endroit-là, c'est complètement erroné, de 1. Et de 2, ça ne passera pas. En fait, il y a des juges qui ont même dit c'est tellement facile d'avoir ça sur mon bureau comme dossier à contester. C'est évident, tu ne peux pas contester la Constitution à ce point-là. Alors, on va rassurer tout le monde, le droit du sol est là pour rester aux États-Unis, à moins vraiment d'un revirement de situation. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en avoir là, pour poursuivre ça. Comme je disais tout à l'heure, il y en a toujours des rebondissements, mais quand même, c'est quelque chose. Mais ça démontre qu'on veut attaquer l'immigration au complet, le système, pas juste les situations régulières, mais les enfants qui sont nés là. Il y a les Dreamers aussi. Je pense que c'est important qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus parce que c'est des enfants de migrants en situation régulière qui sont ici, qui ont étudié, qui ont des emplois, qui en a qui ont été dans des grandes universités, qui se font une vie ici, qui connaissent même... Il y en a qui parlent même pas espagnol s'ils viennent d'un pays d'Amérique latine. Il y en a qui n'ont jamais visité leur pays d'origine, qui n'ont plus de contact là-bas. Et ces gens-là aussi, il y a eu ce débat-là sur les Dreamers dans le premier mandat de Donald Trump. Est-ce qu'on leur enlève un statut? Ils sont un peu aussi dans une espèce de zone extrêmement grise. Est-ce qu'ils peuvent rester ici, avoir l'accès à la citoyenneté américaine ou eux aussi peuvent être expulsés, même s'ils contribuent, et ça, je mets ça encore une fois, je vais mettre l'accent là-dessus, à la société américaine. C'est des gens qui ont... C'est pas de leur faute, entre guillemets, que leurs parents sont arrivés ici sans avoir de papier, là. Exactement. Et là, on parle de la Californie, du Texas, du Nouveau-Mexique, de la Floride et même de l'État de New York, où cette population-là de Dreamers est très importante. Et non seulement ils contribuent, mais une grande partie de l'économie de ces territoires-là, que je me dis, de ces États-là, dépendent beaucoup de populations, de nouveaux arrivants, de personnes qui ne sont pas qualifiées, qui vont donc faire des emplois importante pour l'économie parce que, évidemment, les gens, c'est pareil comme chez nous, hein, il y a beaucoup d'emplois qu'on ne veut plus faire. On donne toujours l'exemple d'aller cueillir des fraises ou des bleuets. Est-ce que vraiment... De nos laitues, exactement. Quand on chiale, est-ce qu'on le ferait le travail? Exactement. Et cette déportation-là, et je pense qu'il faut arriver à ça dans notre conversation, qui est un peu, je ne sais pas si c'est un angle mort ou ce que prévoit l'équipe de Trump derrière ça, mais si cette déportation-là massive est effectivement faite, le coût économique va être incroyablement important pour ces États-là notamment. Et d'ailleurs, Trump s'est fait élire sur l'enjeu d'inflation. Mais c'est certain que si on déporte des millions de personnes dont l'économie des États repose sur ces emplois-là faits dans des manufactures, dans l'agriculture et dans les services, ça va être une augmentation importante du coût de la vie. Hein. Qui travaille dans les hôtels, en service, justement. Dans la restauration. Je suis désolée, on va être dans le stéréotype, mais c'est un peu ça. Ces gens-là, c'est les gens qui vont faire souvent l'entretien ménager à plusieurs endroits. On parlait des champs dans l'agriculture, dans quels États où il y a beaucoup d'agriculture, souvent, c'est des États aussi plus conservateurs, républicains. Et ils disent aussi, et ça, tu m'as tendu une perche sans le savoir, sur un extrait que je veux faire entendre dans un instant de Donald Trump qui disait, dans la campagne électorale, ces gens-là qui s'en viennent ici sont en train toujours de voler vos jobs. On peut l'entendre. They're taking your jobs. Every job produced in this country over the last 2 years has gone to illegal aliens. Every job. Think of it.
Alors, non, écoute, c'est la plus exagérée que j'ai vue que je vous ai sortie, mais chaque nouvel emploi qui est créé ici est pris par des illegal aliens, donc des gens qui sont ici illégalement, pour reprendre son expression. Chacun de vos emplois est plus loin, il est allé aussi. Ils vont même prendre les emplois noirs. Tu te souviens de ça? Là? Oui. Vous vous souvenez quand il y avait ça en campagne électorale? Les Afro-Américains, voyons, là, ils sont en train, les gens qui arrivent ici légalement, de prendre vos jobs. Et Michelle Obama de répondre... c'est une des jobs, justement, c'est celle de Barack Obama c'est quoi, tu veux voler une job? C'est ce que tu es en train de faire? Tu voles la job d'un noir en étant président des États-Unis? Alors, tu sais, il y a quelque chose de particulier à dire. Tu es en train de voler les emplois quand, au contraire, on vient justement de se dire, et ça, c'est quelque chose de répandu, que ces gens-là aussi participent à la vie économique. Ces gens-là vont payer des taxes à la consommation. Il y en a qui ont des entreprises qui vont payer aussi des impôts. C'est pas des gens qui sont juste en train de vivre sur le bras, entre guillemets, des États-unis, parce qu'il n'y en a pas de filet social de toute façon. Alors, Voilà. ils n'ont pas d'assurance maladie. La survie est obligatoire, donc voilà. aux États-Unis. Donc, si tu veux payer tes soins de santé, tes soins dentaires, l'école pour tes enfants, il faut que tu travailles. Donc, tu mentionnais tout à l'heure les familles qui n'ont pas un sou. Ils n'ont pas un sou parce que tout ce qu'ils ont, ils le mettent dans la productivité, dans les coûts sociaux de leur famille. Et quand tu entends des propos comme ça de dire, ben c'est ça, c'est les immigrants qui volent tous les jobs. Bien, premièrement, il faut dire quelque chose. Je pense que c'est la faute aussi des Nord-Américains parce qu'à un moment donné, on ne voulait plus faire ce job-là. Même moi, aujourd'hui, tu me dis, va faire une petite job de même, là, puis je te dis non. Pourquoi? J'ai fait des études, je suis arrivé ici avec vous. Pourquoi j'irais, là, tu sais? Mais, tu sais, tout le monde pense un peu comme ça. Donc, ces gens-là, oui. Mais c'est une fausse information on dirait, qui circule ad nauseam, de dire tous ces gens-là qui arrivent vont prendre vos emplois. C'est parce qu'on les fait, c'est plus. C'est parce qu'il y a un besoin. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Là. Ouais, on fait quoi cette pénurie de main-d'œuvre? Non, ça coûte moins cher, évidemment. Et les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Oui, du cheap labor. Donc, beaucoup sont du travail au noir. Donc, dans des manufactures dans lesquelles les gens sont payés en dessous du salaire minimum, n'ont pas d'accès à aucune assurance, indemnité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas la CNESST qui est là pour les aider, mettons. Au contraire, la plupart des entreprises, puis je n'ai pas les chiffres devant moi, tu as sûrement plus de données que moi, mais la plupart des entreprises qui engagent des populations migrantes ou justement irrégulières sont compétitives parce qu'elles payent beaucoup moins cher la main-d'œuvre et que le jour où elles devront remplacer cette main-d'œuvre-là irrégulière par des Américains en bonne et due forme qui ont droit à un plein salaire avec tout ce que ça a comme coût social derrière pour une entreprise de les payer, c'est certain que les entreprises vont perdre leur compétitivité. Il va y avoir une augmentation importante, évidemment, des coûts de production. Ça, imaginez-vous, surtout dans les fermes aux États-Unis, comment les patrons doivent vraiment menacer ces gens-là que s'ils ne font pas le travail, ils ne font pas les heures, ils ne font pas ce qu'ils veulent, de les dire, écoute, j'appelle juste ICE, puis tu t'en vas dans ton pays. Carrément de même. Toujours sur la menace. Tout le temps, c'est la menace. Ils vivent de même. Et ici, je pense, de ce côté-ci de la frontière, il y a quelque chose que les gens avaient de la difficulté à comprendre. Pourquoi les gens, beaucoup d'immigrants ont voté pour Donald Trump. Je pense des immigrants de pays latino-américains. Et la plupart des entrevues que j'ai vues ou des gens à qui j'ai parlé carrément sur le terrain me disaient, oui, mais c'est pas un migrant comme moi. C'est pas ma situation. Moi, je travaille, je vis ma famille. Ces migrants-là, c'est l'autre. Et eux, ils ont juste à faire le même processus que moi. Il y avait comme cette espèce de coupure. Il y a une phrase qui dit... Des catégories. Hein. Non, mais il y a une phrase qui dit, moi, je l'ai fait de la bonne manière ou de la bonne façon. Mais la bonne façon, il y a 20 ans, ils n'ont peut-être plus accès, ces gens-là, à la même façon. Puis il y en a qui sont ici en situation régulière, mais ils veulent le même statut de réfugié. Tu parlais tout à l'heure de toi qui a eu accès à ça, justement, qui a pu demander un statut de réfugié ici. C'est pas parce que... Exemple, toi, tu l'as réussi, que la personne, hier, essaie de faire la même démarche, ne réussit pas, qu'elle est moins valable que toi. Il faut se le dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici comme réfugiés, puis ils ont inventé une histoire, puis dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Fait que ici, les commissaires ne pouvaient pas non plus aller vérifier en tel quel, donc ils ont eu le statut de réfugié, mais ils fuyaient de la pauvreté. C'était pas, disons, nécessaire, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ils fuyaient de la pauvreté, puis c'était le moyen pour pouvoir rentrer ici. Mais tous ces gens-là qui sont rentrés par Roxham, là, penses-tu que c'est tous des réfugiés? Non. Non. Alors, à ce moment-là, peu importe la raison pour comment tu es rentré, si tu n'as pas commis de crime, évidemment, ou de crime majeur, parce que, tu sais, des fois, tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, ou X. On s'entend que voler, exemple, une laitue, pour reprendre l'exemple, à l'épicerie et agresser quelqu'un, c'est pas dans la même catégorie pour moi de criminel. Là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ces gens-là, je ne vois pas pourquoi ils disent non, toi, tu n'as pas le droit, mais moi, j'ai eu le droit. Et c'est quelque chose de déchirant qui divise même les Latino-Américains et même les citoyens, admettons, mexicains. Ça arrive en ce moment ici au Canada avec les Mexicains.
François, tu connais bien plusieurs communautés latino-américaines parce que tu as voyagé là. Je pense que tu as des contacts aussi encore là-bas. Est-ce que tu étais surpris de voir que les latino-américains en territoire américain ont voté pour Trump? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu es tombé en bas de ta chaise ou au contraire, tu n'es pas surpris de ça? Ben, il faut comprendre la posture des populations latino-américaines résidentes aux États-Unis qui ont été extrêmement déçues et sont même révoltées de la manière dont les démocrates ont géré les politiques étrangères dans leur propre pays. Je pense entre autres à Cuba, je pense entre autres évidemment à Haïti ou à plusieurs pays d'Amérique centrale où, je dirais, l'économie a été mise à mal par justement des décennies d'endettement, des interventions, même des renversements, des coups d'État, etc. Donc, la politique étrangère sous notamment les démocrates a fait extrêmement mal à l'équilibre politique de plusieurs pays latino-américains, incluant Haïti. Maintenant, résidents voteurs aux États-Unis voient dans les démocrates des gens qui se sont ingérés, qui ont fait du tort à leur pays, et voient plutôt dans les républicains une manière beaucoup plus pragmatique, transactionnelle de faire des affaires, des relations internationales. Et donc, le vote était pas nécessairement pour Trump, dans le cas des populations latino-américaines, des enquêtes que j'ai vues, mais ont été vraiment contre les démocrates, contre Biden, pour ce que ça représentait d'années d'ingérence et d'avoir fait mal aux économies d'Amérique latine. Et il faut se rappeler que la première mission qu'a donnée Biden à Kamala Harris a été de se rendre au Guatemala et de voir comment est-ce qu'elle pouvait régler cette crise-là. C'était Kamala Harris qui était la candidate à la présidence par la suite, puis les Latino-Américains se sont souvenus de ça. Oui, parce qu'elle ne gérait pas il l'appelait la tsar de la frontière, mais elle ne gérait pas la frontière directement, mais plus les causes derrière ce processus migratoire, puis essayer d'aider les pays d'origine à trouver un moyen de garder leur population. Je pense pas que c'est comme essayer de trouver une solution simple à un problème extrêmement complexe, parce que c'est pas parce que Kamala Harris est là et qu'on donne de l'argent qu'on est capable de tout régler. Mais bon, je sais pas si c'était louable comme objectif ou comme désir, mais que finalement, dans le concret, les gens ont pas du tout compris la démarche. Il y a aussi la nouvelle politique. Il y a une jeune femme qui a été tuée en Géorgie, là, qui a été agressée sexuellement puis tuée par un migrant qui avait été reconnu coupable ici, aux États-Unis, ici. Je dis comme si j'étais américaine, mais vous comprenez ce que je veux dire, aux États-Unis. Et on utilise beaucoup ça on a passé la Laken-Riley Act, là, qui est une nouvelle loi pour dire que dès que tu as commis un crime ou soupçonné, en fait, tu es accusé, je vais reprendre mes propos, que tu es accusé sans être reconnu coupable d'un crime, tu peux être expulsé automatiquement. Je reviens à mon exemple de voler de la laitue. En fait. Alors, oui, il n'y a pas d'innocent jusqu'à preuve du contraire. Tu t'es pris à voler une laitue ou tu es soupçonné d'avoir, je ne sais pas, fait une introduction par effraction, tu es expulsé automatiquement. Ça aussi, là, je vais être très terre à terre. Ça coûte cher, il faut des agents de plus pour gérer ça, mais juste dans la raison, le coût humain, il n'y a pas d'innocence. Tu n'as pas le droit à un procès. Donc, tu es aux États-Unis dans une terre qui se dit d'accueil où la justice est plus grande que dans ton pays d'origine, mais finalement, tu n'as pas de procès. Et dès qu'on te voit et qu'on te soupçonne de quelque chose, tu es reconnu coupable. Imagine l'extrême droite, des gens de l'extrême droite qui veulent vraiment faire mal à quelqu'un, ils vont juste aller l'accuser, même s'ils n'ont pas commis de crime. Là. Juste aller lui dire, ben, écoute, Jorge, il m'a volé, il est rentré par infraction chez moi, puis j'ai pas de caméra. Est-ce que tu veux aller encore aux États-Unis, toi? Pas du tout. Non? Non. T'es dans D'ailleurs, j'y vais à cause de mes clients là-bas. Là. Oui. Avant Atlanta, quand j'étais à CNN, puis aujourd'hui en Floride à cause d'Univision. Mais moi, c'est depuis bien des années, j'ai complètement renoncé à aller aux États-Unis. C'est vraiment... Je me sens pas bien là-bas. Non? Non. François, je vais terminer en te posant une question. Je ne sais pas si tu auras la réponse. Est-ce qu'un mur, ça sert vraiment à freiner l'immigration irrégulière? Le fameux build the wall de tantôt. Ben non. La réponse simple, c'est non. Puis les murs, il y en a un peu partout sur la planète, en partant de celui de Chine, ce qu'on voit évidemment, ce qu'il y a eu à Berlin, etc. Il n'y a pas un mur qui a empêché des gens de traverser des frontières. Il n'y a pas un océan non plus. Quand les familles, pensons à ça, quand les familles traversent des guerres, quand des femmes se font violer,
quand les familles se font extorquer, ils fuient des zones et des situations extrêmement dangereuses où leur vie est menacée. C'est pas un mur qui va changer quoi que ce soit. C'est un obstacle. Mais d'ailleurs, on le voit avec les narcotrafiquants. Tunnels. Les tunnels. Ouais. La cocaïne a continué, va toujours continuer à traverser tant qu'il y aura des consommateurs aux États-Unis et en Amérique du Nord, ici inclus. Les migrants qui veulent traverser la frontière vont trouver un moyen de passer d'une manière ou d'une autre avec que ce soit des tunnels, la corruption, la collusion, les voies marines, etc. Mais c'est certain que ça reste un obstacle. Donc, actuellement, il y a donc une population d'environ 11-12 millions d'irréguliers sur le territoire. Il y a actuellement, on évalue, entre 7 à 8 millions de populations migrantes en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Certains sont en attente, d'autres sont vraiment en mouvement pour aller vers les États-Unis. Donc, la réalité, c'est que c'est pas un mur qui va changer quoi que ce soit. Surtout qu'en espérant qu'il y ait encore de l'alternance politique aux États-Unis, au pire aller, on attend encore un peu et on verra comment la situation va évoluer. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y a encore une alternance politique dans 4 ans aux États-Unis. Et il y a une autre problématique maintenant avec ces migrants-là qui s'en venaient vers les États-Unis, c'est qu'ils sont en train de voir ce qui se passe, puis ils veulent revenir, puis le Panama ne les laisse pas rentrer. Fait qu'ils sont maintenant, beaucoup de ces gens-là sont au Costa Rica, puis ils ne peuvent pas retourner soit au Venezuela, soit en Colombie, au Brésil, ou même en Afrique. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des colonies portugaises. Il y en a eu en Afrique, puis le Brésil en a été une. Donc, il y a un libre passage aussi. Une situation très complexe. Je pense pas qu'on a réussi à régler le dossier à notre discussion, mais j'espère qu'on a éclairé quand même les gens sur cette situation-là parce qu'il y a tellement de désinformation, de raccourcis, de peur aussi qui est utilisée avec l'enjeu de l'immigration, en espérant qu'ici, on ne sera pas comme les Américains utiliser ça pour cette peur-là, l'instrumentaliser pour faire de la politique. Je vis dans l'espoir. Puis qu'on soit dans la modération. Oui. Et qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe avant d'utiliser des préjugés, avant d'expulser, avant de dénoncer. Les extrêmes, actuellement, c'est ce qu'on voit partout, c'est polarisé, États-Unis, Europe, etc. Je sais que vous recevez David Morin prochainement ici, qui est plus expert que moi dans la chose, mais je pense que la voie de passage, notamment à la situation de la migration dans le monde, elle se fait dans la modération. Les problèmes doivent être évalués dans la modération et les solutions aussi. Puis actuellement, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est au contraire l'extrême. Et ne pas oublier que c'est des êtres humains. Très bon mot de la fin. Merci sincèrement à vous deux pour une discussion très respectueuse où j'ai appris quand même plusieurs choses, des choses qui m'ont choquée, bouleversée, mais en même temps, je crois que c'était nécessaire d'avoir la discussion. Alors, Jorge Contreras, journaliste pour Télévisa Univision et journaliste à la recherche au 98.5, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM et d'autres titres que je n'ai pas mentionné, mais tu es prof aussi et tout ça. Je te remercie d'avoir pris le temps. On enregistre ça dans une journée post-tempête, alors j'apprécie encore plus de savoir que vous êtes déplacés. On ne fera pas un débat sur la neige et le déneigement à Montréal, mais c'est pas le but de Miss America, mais sait-on jamais si un jour ce balado change pour Miss Montréal, je vous en parlerai. Alors, merci à vous deux. Merci de l'invitation. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Miss America, non pas Miss Montréal.